Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Zoom Interinvest. Aujourd'hui, nous allons échanger sur notre stratégie de capital investissement immobilier. Je me présente, je suis Morgane Aubrin, directeur des partenariats au sein du groupe Interinvest et je serai accompagné de Guillaume Denieux de Vabre, notre gérant qui anime notre stratégie de capital investissement immobilier au sein de notre société de gestion Elevation Capital Partner. Alors le format de ce webinaire va durer 30 minutes. 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. Alors, mon cher Guillaume, en guise d'introduction, j'ai envie de te poser une première question. Qu'est-ce que le private equity immobilier? Bonjour Morgane. Alors, le private equity immobilier, c'est déjà du private equity, donc de l'investissement dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, on va appliquer cette stratégie au secteur immobilier au sens large, c'est-à-dire qu'on va financer des sociétés dont l'activité est liée intrinsèquement à un ou des actifs immobiliers. Donc typiquement, on va retrouver des activités de promotion immobilière, puisque la promotion immobilière, ça consiste à construire un bien immobilier qui peut avoir des destinations diverses. Donc ça peut être du logement, des bureaux, des locaux d'activité, des locaux industriels. Ça peut être aussi des activités qu'on appelle de réhabilitation. Donc on en achète un actif immobilier, on va le transformer pour ensuite le revendre. Et il y a d'autres façons de valoriser ces actifs immobiliers qu'on peut regrouper dans ce qu'on appelle des activités de marchand de biens. La deuxième famille de sociétés qu'on finance, c'est ce qu'on appelle l'immobilier géré, où là on a des entreprises qui vont exploiter commercialement un actif immobilier. C'est-à-dire qu'elles vont prendre à bail ou acquérir un actif pour y exercer une activité qui est commerciale, donc un fonds de commerce, et on va retrouver des activités comme l'hôtellerie, les résidences dites de service, donc tout ce qui est résidence étudiante, résidence senior, voire des cliniques spécialisées ou encore de l'éducation. Et enfin, dernier secteur d'activité de l'immobilier géré, c'est ce qu'on appelle les nouveaux usages immobiliers, avec des marchés qui sont bien connus et en fort développement comme le co-living ou le coworking. D'accord, donc vous investissez dans des sociétés qui valorisent des actifs immobiliers ou qui les exploitent, mais est-ce que tu pourrais également acheter des biens immobiliers dans le but de les louer? Alors merci Morgane de poser la question, parce que la clarification est très importante. Ce dont tu parles, ce sont des activités foncières, donc qui sont visées par l'article 36 du Code général des impôts. Et ça, c'est un métier qui consiste à tirer un rendement locatif de la détention d'un actif immobilier. Donc ça, c'est pas du private equity, c'est le métier des gérants de SCPI et d'OPCI. Le private equity, c'est financer des sociétés. Donc c'est ce qu'on fait nous, soit en prenant une participation à leur capital, soit en faisant ce qu'on appelle un financement obligataire. Donc avec un objectif de rendement qui est plus élevé, donc évidemment avec un risque de perte en capital qui vient en face. Donc si je peux donner un exemple très pratique, on va avoir un partenaire, un marchand de biens, qui va vouloir acquérir un actif immobilier en vue de le transformer pour le revendre avec une marge. Souvent, ces opérations sont financées avec du levier, donc du financement bancaire, et vont nécessiter un apport en fonds propres qui est important. Donc nous, on va se positionner pour apporter ces fonds propres qui vont permettre à notre partenaire, donc marchand de biens, d'avoir un retour sur investissement de l'ordre de 50-100% sur ces fonds propres, et derrière nous rémunérer de l'ordre de 10 à 15% par an. Donc c'est un rendement annuel, un TRI, sur l'argent qu'on lui a financé. Ok, très clair. Peux-tu maintenant nous expliquer, chez Elevation Capital Partner, je le rappelle, la société de gestion du groupe Interinvest, quelle est votre approche spécifique? En d'autres termes, sur ce marché du private equity immobilier, qu'est-ce qui te distingue par rapport à d'autres acteurs? Alors, le premier élément qui nous distingue, c'est vraiment le mot d'ordre de notre stratégie, qui est la diversification. On va traiter et financer l'ensemble des secteurs d'activité que j'ai mentionné tout à l'heure. Nous n'avons pas de véhicule d'investissement monothématique, donc qui va faire que de la promotion immobilière, que de l'hôtellerie, que de la résidence senior, etc. La logique derrière cette stratégie, c'est que tous ces secteurs d'activité qu'on regarde, donc l'immobilier d'un côté, l'immobilier géré de l'autre, tous ces secteurs répondent à des logiques économiques qui sont différentes les unes des autres. Donc si on prend par exemple l'hôtellerie, c'est globalement un secteur d'activité qui va suivre la croissance générale de l'économie, alors que la promotion immobilière, ça suit aussi cette croissance de l'économie, mais ça va aussi répondre à des logiques propres, par exemple des logiques liées au pouvoir public, à la fois au niveau local, donc la transformation d'un plan local d'urbanisme, ou alors au niveau national, puisqu'il y a des dispositifs qui peuvent inciter à la création et à l'accession au logement, comme le dispositif Pinel par exemple.
Ensuite, on va avoir des secteurs d'activité comme les résidences seniors, où la logique est très différente. Là, on est dans une logique démographique. Donc les fonds et nos souscripteurs vont être exposés au vieillissement structurel de la population, au déficit d'offres dans les établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées, et donc la nécessité de développer et de financer des acteurs qui développent de nouveaux établissements. Le dernier secteur d'activité qui a encore une logique différente, c'est ces nouveaux usages immobiliers. Donc je peux prendre l'exemple du coworking, c'est des marchés en croissance. Donc par exemple en France, le coworking, c'est 60% de croissance entre 2019 et 2021. Ok, très... Pardon. Et il y avait un autre élément de spécificité lié à notre secteur, c'est le fait qu'on va être à la fois dans une logique, pardon Morgane, hein, de capital développement classique, où on va financer des sociétés pendant une période de 5 à 7 ans, donc accompagner les sociétés têtes de groupe pour les aider à recruter, à faire plus de projets, etc. Mais on va aussi financer, on en parlait un petit peu tout à l'heure, des sociétés projets, c'est-à-dire qu'on va être dans des horizons d'investissement qui vont être beaucoup plus courts. Une opération de marchand de biens, ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer 2, 3, 4 ans. Pareil pour la promotion immobilière, plutôt 3, 4 ans. Et donc l'idée, c'est d'avoir des horizons d'investissement qui sont très différents. Une rotation d'actifs lorsqu'on fait du financement de sociétés projets, donc entre 1 et 4 ans. Et en même temps, de l'accompagnement à moyen terme, dans une logique de capital développement classique, quand on va faire du financement dit corporate, qui va durer plutôt de l'ordre de 5 à 7 ans. Ok, très clair. Donc, une double diversification sectorielle sur les sous-jacents immobiliers, une diversification sur la forme des horizons d'investissement. Mais avec cette approche diversifiée, est-ce que tu as un objectif par catégorie, par secteur d'activité ? Alors non, nous n'avons pas d'objectif de diversification qui est chiffré. Cependant, notre souhait, notre volonté, c'est d'adresser l'ensemble des marchés que j'ai cités tout à l'heure. Je rappelle l'immobilier, promotion, réhabilitation, marchand de biens, et l'immobilier géré, hôtellerie, résidence-service et nouveaux usages immobiliers. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, puisque nos 2 véhicules d'investissement ont investi dans chacun de ces secteurs d'activité. L'idée derrière le fait de ne pas avoir d'objectif chiffré, c'est un souci d'agilité. Puisque ça nous permet, lorsque les opportunités, les meilleures opportunités selon notre analyse se présentent, de pouvoir les sélectionner, quel que soit le secteur d'activité. Et ça nous permet aussi d'avoir une agilité, c'est-à-dire selon la conjoncture, de pouvoir peut-être plus exposer les fonds à des secteurs d'activité qui sont dans une dynamique plus favorable à un moment donné, pour pouvoir ensuite retourner sur les autres secteurs d'activité quand ça s'y prête mieux. Ok, très clair. Est-ce que, Guillaume, maintenant, tu peux expliquer à nos partenaires comment tu sources, comment tu sélectionnes les entreprises que tu finances, et peut-être que tu peux donner quelques exemples justement pour illustrer ces propos. Alors merci Morgane, ta question, effectivement, avant de sélectionner les dossiers qu'on va mettre à l'actif de nos fonds, il faut les sourcer. Donc là on va s'appuyer sur évidemment nos réseaux professionnels, des intermédiaires aussi, donc des brokers immobiliers. On va aussi passer par des banques d'affaires quand on fait des dossiers de capital développement, et bien entendu s'appuyer aussi sur les ressources du groupe, puisque l'immobilier a toujours été très fort dans l'ADN du groupe immobilier, et on partage nos réseaux avec notamment les équipes d'Inter Invest Immobilier qui adresse ce marché avec un angle un petit peu différent qui est le démembrement de propriétés. Donc grâce à tout ce réseau, on a accès à un nombre très important d'opportunités de grande qualité. Alors comment est-ce qu'on va les sélectionner ? L'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment dans une logique de capital développement, c'est-à-dire qu'on va financer des sociétés qui sont établies. On va avoir des critères d'investissement qui sont une structure bilancielle qui est saine, donc une société saine, une rentabilité, un management de qualité, et alors cette fois de façon un peu plus propre encore une fois au secteur immobilier, on va regarder aussi l'historique des opérations que les partenaires qu'on rencontre ont réalisées, donc ce qu'on appelle le track record. L'idée étant derrière tout ça de financer des entrepreneurs pour les aider à continuer de bien faire ce qu'ils nous ont montré avoir déjà bien fait par le passé. Donc si je peux donner un exemple concret parmi les investissements qu'on a réalisés avec le fonds, on a aujourd'hui réalisé une vingtaine d'investissements sur les 2 dernières années. C'est le cas de Ideal Group, qui est un promoteur initialement basé à Bordeaux, qui est aujourd'hui présent sur l'ensemble du territoire national.
On leur a financé une première opération qui était la réhabilitation d'un ancien EHPAD en résidence étudiante en plein centre-ville de Bordeaux. Donc ça nous demandait un travail abouti de due diligence sur ce projet, évidemment sur notre partenaire. Donc ça nous a permis de construire la relation avec Ideal Group, avec qui on a finalement abouti à intégrer leur capital. On a participé à une levée de fonds d'une 20aine de millions d'euros avec 2 autres sociétés de gestion pour cette fois rentrer au niveau de la tête de groupe, donc financement corporate, avec un horizon d'investissement plutôt de 5 à 7 ans, hein, alors que la première opération, on est plutôt sur du 2-3 ans, dans une logique vraiment donc de capital développement pour les aider à se développer et à faire plus d'opérations. Très bien, donc ça illustre parfaitement hein, l'approche d'investissement type promoteur, type marchand de biens, dont le travail, dont le métier est de valoriser des actifs immobiliers. Est-ce que tu peux peut-être nous donner également des exemples d'investissements en immobilier géré ? Alors oui, je vais te citer l'exemple de l'hôtellerie, puisque c'est un secteur qu'on couvre de façon aussi assez large. 2 exemples. D'un côté, on a financé avec un opérateur, un groupe hôtelier qui s'appelle Evoque Hôtel, l'acquisition et le développement de 2 actifs immobiliers prime pour les transformer en hôtels de luxe lifestyle. Donc c'est des établissements qui vont ouvrir leurs portes entre la fin de cette année et l'année 2024. Donc on est sur de l'hôtellerie luxe dite lifestyle, donc on offre une expérience qui est différente aux clients de l'hébergement simple. Et puis d'un autre côté, on a financé un groupe d'hôtellerie économique qui s'appelle 3V Hôtel pour l'aider à acquérir 3 hôtels Ibis en région, avec une logique économique qui est très différente, puisqu'on a une offre qui est de l'hôtellerie économique, donc sur des établissements 2-3 étoiles. L'idée, c'est vraiment de couvrir un spectre large, hein, c'est toujours dans cette logique de diversification qui est sectorielle, et ce que tu vois, c'est que même à l'intérieur de secteur d'activité, d'un secteur d'activité comme l'hôtellerie, on va couvrir un spectre très large. Autre exemple que je peux te donner, c'est sur ces fameux nouveaux usages immobiliers. Donc c'est un secteur qu'on connaissait bien, qu'on connaît bien chez Elevation Capital Partners, parce qu'on était au capital d'une société qui s'appelait Morning, qu'on a vendue à Nexity. On a fait un financement obligataire à une société qui s'appelle M2DG, présente sur le Flex Office, qui est un des leaders parisiens du Flex Office, pour les aider à les accompagner dans leur croissance qui est très forte, donc pour prendre à bail des actifs immobiliers et derrière vendre de la prestation de services, donc des mètres carrés et puis des services conciergerie, salle de sport, à des entreprises qui ne souhaitent pas, elles, prendre des baux à long terme, mais trouver des locaux pour 6, 12, 18 mois avec du service. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous présenter maintenant chez Elevation Capital Partners quelles sont les différentes solutions pour les clients qui seraient intéressés par cette stratégie? Alors nous avons 2 types d'offres. On a une première offre qui va s'adresser à des investisseurs avertis, donc c'est un FPCI, fonds professionnel de capital investissement, alors qui a la spécificité, lui, sur la stratégie qu'on décrit depuis tout à l'heure, d'être investi majoritairement en actions, donc en fonds propres. Il est d'ailleurs éligible au dispositif de l'apport cession 150 0 BTR. Et d'un autre côté, on va avoir une offre qui va être plus grand public, donc un FCPR, Fonds commun de placement à risque, qui va s'adresser à une clientèle plus grand public. Le ticket d'investissement, c'est 3 000 euros. Et qui va, lui est investi majoritairement dans des instruments obligataires, donc des instruments de crédit qui vont rapporter une rémunération par taux d'intérêt aux souscripteurs du fonds lorsqu'ils sortiront. L'intérêt d'avoir cette offre cette gamme et cette offre qui est double, c'est d'un côté de pouvoir offrir nos produits à une large gamme de souscripteurs, donc des investisseurs avertis d'une part et grand public d'autre part, mais également lorsqu'on va voir des opérateurs immobiliers, donc je rappelle, on a un fonds qui investit principalement en actions, l'autre qui investit principalement en obligation, de toujours avoir dans notre boîte à outils quelque part le bon instrument de financement adapté à ses besoins, sachant qu'on peut encore une fois rentrer au niveau corporate, donc au niveau de la société tête de groupe, et puis aussi rentrer juste au niveau des sociétés projets. Très clair, donc 2 véhicules complémentaires. Est-ce que tu peux maintenant nous détailler quels seraient les objectifs de rentabilité sur ces 2 solutions ? Alors les objectifs de rentabilité sont d'un côté, donc pour nos fonds professionnels,
investit en actions de l'ordre de 8 à 10% net de frais par an, qui vient évidemment avec un risque de perte en capital, et c'est un objectif qui n'est pas garanti. Et pour le FCPR, on est sur un objectif de rentabilité, donc un TRI annuel de 7% net de frais et de carried interest. Pourquoi est-ce que les objectifs sont différenciés? D'un côté, on a un investissement en actions, et d'un autre côté, on a un investissement obligataire avec, quelque part, une rentabilité qui est contractualisée. Donc on la connaît à l'avance. Il n'y a pas cet upside possible comme dans un investissement en actions qui est par nature un peu plus risqué aussi. Ok, très clair. Donc pour résumer, une approche diversifiée. Et tu nous as cité quelques exemples: promoteurs, marchands de biens, hôtellerie, flex office. Diversifiée également sous la forme des horizons d'investissement. Une approche de capital développement, on investit dans des sociétés qui sont établies, et deux solutions, deux offres, une à destination d'investisseurs avertis, une un peu plus mass market, retail, avec le FCPR. Ok, très bien Guillaume. Maintenant, je te propose, si tu en es d'accord, de répondre et de passer aux questions. Alors, les questions... Donc on a une première question. Ah oui, alors une question marché. On lit beaucoup d'articles en ce moment sur un ralentissement du marché immobilier. Alors, une question marché. On lit beaucoup d'articles en ce moment sur un ralentissement du marché immobilier, la hausse des taux d'intérêt et des coûts des matières premières. Est-ce que c'est le moment d'investir, Guillaume, dans l'immobilier ? Alors la réponse est oui, parce que les différents marchés que nous regardons ont des logiques économiques qui sont très différentes les unes des autres. On a passé un petit peu de temps là-dessus tout à l'heure. Il y a des activités qui suivent globalement la croissance générale de l'économie. Il y a des activités qui répondent à des logiques plus structurelles, les résidences seniors. Mais le sens de cette question, au fond, c'est ce qui se passe effectivement plutôt autour de la promotion immobilière. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que il y a une hausse des matières premières, donc qui impacte directement les coûts de construction. Donc, typiquement, quand on construit un immeuble, il y a une grosse partie des coûts du gros œuvre, c'est du béton et de l'acier. Donc il y a eu une très forte hausse de ces coûts-là. En même temps, on a une hausse du crédit. Donc ce qui vient à contracter les délivrances de crédit auprès des particuliers qui sont les personnes qui achètent de l'immobilier neuf, qu'ils soient primo-accédants, accédants ou investisseurs, typiquement en Pinel. Et donc, effectivement, ça crée un ralentissement de l'activité de la promotion immobilière. Il y a moins de mise en chantier. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir sur le marché de l'immobilier, puisque, encore une fois, on va couvrir plein d'autres secteurs qui sont, qui sont dans des situations économiques qui sont plutôt très favorables. Donc, je vais citer l'exemple de l'hôtellerie. On assiste à un phénomène de rattrapage qui est très fort depuis le Covid sur l'hôtellerie, qu'elle soit économique ou de l'hôtellerie plus haut de gamme. On a des revpars qui ont augmenté, qui est en fait le prix moyen d'une chambre auquel on applique le taux d'occupation, qui ont considérablement augmenté sur le deuxième semestre 2022 par rapport à l'année d'avant. Donc ça, c'est lié au fait que les touristes reviennent, les flux internationaux ont repris en Europe et en France plus précisément. Et il y a aussi un autre secteur qui est très dynamique, et je mets de côté les secteurs du coworking, co-living, etc., qui sont ces nouveaux usages qui sont structurellement en forte croissance. C'est aussi l'immobilier haut de gamme, puisque les acheteurs internationaux, donc des Américains, des gens d'Amérique latine, sont de retour pour acheter des actifs à Paris ou dans des zones très ciblées en France métropolitaine. D'où l'importance d'avoir une approche diversifiée. Alors, une deuxième question. Où en êtes-vous des investissements sur les fonds et avez-vous déjà réalisé des premières sorties ? Alors, les investissements sur les fonds, au 31 décembre 2022, nos fonds sont très bien investis. C'est de l'ordre d'à peu près 80% sur notre gamme de fonds de private equity immobilier. Donc, le FPCI d'un côté, le FCPR de l'autre. Donc, c'est-à-dire que l'argent que nous ont confié les souscripteurs tourne avec une rentabilité ciblée qui est dans les objectifs qu'on s'était fixés. Sachant que voilà, les performances passées ne présagent évidemment pas des performances futures, et ça me fait une transition vers les sorties qu'on a réalisées. Aujourd'hui, sur une vingtaine de transactions qu'on a réalisées depuis 2 ans, on a fait 2 premières sorties. Donc c'est sur ces financements de sociétés projets, je rappelle qu'ils sont assez rapides, ça peut aller de 6 mois à 1, 2, 3, 4 ans.
par rapport à ce capital développement dans lequel on va rester investisseur dans les sociétés pendant 5 à 7 ans. Donc on a fait 2 sorties. Une société qui était une société sur les résidences seniors, sur laquelle on a une sortie anticipée quelque part. On n'est pas resté très longtemps, mais ça nous a permis de réaliser un TRI de 30%. Et d'un autre côté, le financement d'une société projet. Donc ça, c'était avec Ideal Group, notre premier investissement. On est sorti avec un TRI de 12,5% sur notre première opération. Très clair. Une troisième question. Alors oui, une bonne question, on n'en a pas parlé encore. Quelle est la fiscalité sur vos différents véhicules? Je pense que Guillaume, à cette question, fait référence. Est-ce que nos véhicules ont le quota fiscal? Alors effectivement oui, tous nos véhicules ont le quota fiscal, donc je vais vous rappeler ce que c'est le quota fiscal. C'est un mécanisme qui permet de donner une exonération totale ou partielle d'imposition sur la plus-value aux porteurs de parts du fonds, qu'ils soient des personnes physiques ou morales. Donc si vous êtes une personne physique, vous ne paierez sur vos produits de cession que les prélèvements sociaux, donc 17,2%. Et si vous êtes une personne morale, votre IS sera réduit de 0 à 15%. 0%, ce sera plus pour un fonds qui sera investi essentiellement en actions. 15%, ce sera plutôt pour un fonds type obligataire, où on a investi essentiellement en obligations convertibles ou simples. Il y a 2 autres choses qu'on n'a pas forcément en tête. C'est le fait qu'avec le quota fiscal, tous nos fonds sont structurés ainsi, vous n'êtes pas imposé sur les plus-values latentes. C'est-à-dire que si la valeur liquidative de votre fonds augmente d'une année sur l'autre, ça ne rentrera pas dans votre assiette d'imposition. Et le dernier sujet, parce qu'on est sur des fonds de private equity immobilier, donc c'est important de préciser que c'est du private equity et pas d'une activité foncière. Nos porteurs de parts ne sont pas soumis à l'IFI sur voilà, les parts qu'ils détiennent dans nos fonds. Très clair. Alors peut-être une dernière question. Ça, c'est une bonne question. Peux-tu nous donner, Guillaume, un peu de visibilité sur le deal flow et peut-être les prochains investissements à venir? Alors sur le deal flow, on a un réseau qui est considérable et qui nous permet de voir beaucoup d'opportunités. Ce que je disais tout à l'heure, c'était que sur les activités par exemple de promotion immobilière, donc il y a moins de mise en chantier, donc il y a moins de besoin de fonds propres de la part de nos partenaires. Donc on va peut-être freiner un peu sur la promotion sur les 6 prochains mois en attendant de voir comment la situation du crédit évolue et puis aussi la situation des coûts de construction qui tend à se stabiliser. Ça, c'est les chiffres de la FPI aujourd'hui. Donc pour être très concret, les dossiers qu'on regarde de façon très active aujourd'hui, il y a pas mal de dossiers d'hôtellerie, c'est un secteur qui se porte très bien en ce moment. Il y a des dossiers de marchands de biens aussi sur des actifs plus haut de gamme, et puis aussi quelques jolis dossiers dans tout ce qui est notamment des cliniques spécialisées en France, et notamment à Paris, qui sont des sujets qui nous occupent beaucoup en ce moment. Merci beaucoup Guillaume, merci à tous et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Zoom Interinvest. Merci beaucoup.